Bonjour, je suis Ahmed Benjama, enseignant des sciences physiques. On va donner aujourd'hui un cours sur la notion d'équilibre chimique pour les élèves de baccalauréat section maths et section sciences expérimentales sous la direction de notre inspecteur, M. Adel Gharsal. Alors, on va commencer cette partie du cours par un plan, notion d'équilibre, une introduction au départ. Ensuite, on va mettre en évidence le phénomène de l'équilibre, juste une expérience pour mettre en évidence l'équilibre chimique. Ensuite, on va définir la notion d'avancement final et la notion d'avancement maximal et aussi quelle est la différence entre les deux. Ensuite, on va passer pour définir la notion d'équilibre, l'objet de notre cours aujourd'hui. Et enfin, on va donner une évaluation. Alors, avant de commencer cette partie, on va poser quelques questions. Est-ce que chaque réaction chimique atteint un état final lorsque l'un des réactifs au moins s'épuise totalement? C'est-à-dire, est-ce que toutes les réactions sont totales? La question suivante, y a-t-il une différence entre l'avancement final et l'avancement maximal d'une réaction chimique? Et enfin, est-il possible que les réactifs et les produits peuvent changer de rôle? C'est-à-dire, le réactif, est-ce qu'il peut devenir un produit et le produit peut devenir un réactif? Alors, pour mettre en évidence notre phénomène, on va visualiser une vidéo. Dans cette vidéo, comme vous voyez, nous avons deux éprouvettes graduées. Dans l'une, nous avons introduit 20 ml de la solution thiocyanate de potassium. Concentration, c'est 2 10 à la puissance moins 3 mol litre moins 1. Et vous avez dans le deuxième tube 30 ml d'une solution de chlorure de fer 3. De même concentration, de 10 à la puissance moins 3 mol litre moins 1. Et donc ici, on va mélanger ces deux réactifs et on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Donc les deux réactifs vont être mis en contact dans le bécher. Et comme vous voyez, c'est une réaction instantanée. Elle a donné une coloration rouge sang, c'est-à-dire la réaction, puisque l'état final est atteint, la coloration reste la même. Et on va diviser dans 3 tubes à essai le contenu de bécher, un tube témoin, tube numéro 1 et tube numéro 2. On va garder le tube témoin et on va ajouter dans le tube numéro 1 quelques gouttes d'une solution de thiocyanate de potassium. Vous constatez la coloration qui s'intensifie. Et on va passer au deuxième tube et on va introduire une pointe de spatule de chlorure de fer 3. Et comme vous voyez ici, la coloration aussi, elle s'intensifie dans les deux tubes, tube 1, tube 2. Et toujours, on a à les comparer avec le tube témoin. Alors, suite à cette expérience, on constate qu'à l'état final de la réaction entre les ions Fe3+, et les ions SCN-, l'ajout de l'un des deux réactifs entraîne l'intensification de la couleur rouge sang, c'est-à-dire la couleur rouge sang de FeSCN2+. Ici, ce qu'on peut tirer, c'est-à-dire la réaction s'est arrêtée avant que l'épuisement total des deux réactifs ou de l'un des réactifs. Donc cela prouve que les deux réactifs coexistent en même temps à l'état final, c'est-à-dire la réaction s'arrête avant que l'un des deux réactifs s'épuise totalement du milieu réactionnel. Alors, on va illustrer ça par ce tableau d'avancement. Dans le tableau d'avancement, vous avez la réaction Fe3++ SCN- donne FeSCN2+, bien sûr la coloration rouge sang est celle de FeSCN2+. Alors l'état initial, comme vous voyez, le nombre initial de Fe3+, le nombre initial de Fe de SCN- et de FeSCN2+, il est nul. L'état intermédiaire et, comme vous constatez, l'état final, puisque la réaction s'effectue à mol, nous avons ici à la fin, ou à l'état intermédiaire, c'est toujours moins x, ou l'état final, moins xf. Donc, à partir des expériences qu'on a effectuées, vous avez à l'état final, on a constaté que les ions Fe3+, existent. Et de même, dans le deuxième tube, on a constaté que les ions SCN- existe. Donc, on marque ici l'état final et dans l'état final, les deux réactifs coexistent en même temps. L'avancement atteint une valeur XF et la réaction cesse d'évoluer. Ainsi, nous avons répondu à la première question, à savoir, est-ce que chaque réaction chimique atteint un état final tel qu'un des réactifs au moins s'épuise totalement du milieu réactionnel? Donc, ce qu'on peut tirer comme conclusion ici, une transformation chimique n'est pas toujours total. On va maintenant passer à définir l'avancement final et l'avancement
maximale. Pour commencer, l'avancement final d'une réaction chimique, lorsque la transformation chimique n'évolue plus, le système atteint alors un état final. C'est un état correspond à un avancement final noté XF. Pour l'avancement maximal d'une réaction chimique, noté Xmax, et la valeur de son avancement final XF si le système chimique où elle se déroule évolue jusqu'à la disparition de réactifs limitants. Donc ici, on parle de la supposition que la réaction est totale. Alors, la première définition déjà montre que la valeur de XF est déterminée à partir de l'expérimentation. Et la deuxième, on peut la calculer lorsqu'on suppose que la réaction elle est totale. Alors, on va passer ici pour voir la différence entre XF et Xmax. Dans la première courbe, courbe d'évolution de l'avancement au cours du temps, nous constatons que XF évolue jusqu'à atteindre la valeur de Xmax. Donc, réaction ici, elle est totale, car XF est égal à Xmax. La supposition elle est donnée par l'expérience. Maintenant, pour la deuxième, vous constatez que la réaction évolue, elle atteint un état final, mais elle ne touche pas la valeur de Xmax. Donc, XF est inférieur à Xmax. C'est une réaction limitée, où XF, comme on a dit, elle est inférieure à Xmax. Maintenant, Xmax est une valeur qui peut être déterminée sans recours à l'expérimentation, c'est une supposition, c'est une valeur qui est théorique. Par contre, XF est une valeur purement expérimentale et donnée par l'expérience. Alors, on va maintenant jouer avec XF et Xmax. On va donner la nouvelle notion, c'est le taux d'avancement final d'une réaction chimique. La définition, le taux d'avancement final noté taux F d'une réaction chimique et le rapport de l'avancement final XF à l'avancement maximal Xmax. Comme expression, vous avez taux F est égal à XF sur Xmax. C'est une grandeur sans dimension. Ce qu'on peut tirer à partir de taux F. Donc, dans la discussion, pour une réaction totale ou pratiquement totale, le taux d'avancement final est égal ou proche de l'unité. Par contre, pour une réaction limitée, le taux d'avancement final est inférieur à l'unité. Voilà. Ici, maintenant, on va passer pour la notion d'équilibre chimique. Pour la définition d'un état d'équilibre chimique, un système est dit en état d'équilibre chimique si, en dehors de toute intervention du milieu extérieur, les réactifs et les produits de la réaction sont présents dans le système et leur quantité de matière ne change plus au cours du temps. Donc maintenant, on va passer pour interpréter microscopiquement l'état d'équilibre d'un système. Alors, l'interprétation microscopique, c'est qu'un équilibre chimique est un équilibre dynamique à l'échelle microscopique. La réaction directe et la réaction inverse continuent à se produire, mais leur effet s'annule mutuellement, c'est-à-dire à niveau macroscopique, on ne va rien observer puisque la quantité de matière des deux réactifs, des réactifs et des produits reste inchangée au cours du temps. Et ici, on va prendre un exemple juste pour illustrer ce qu'on a dit. C'est vous avez une réaction A plus B, bien sûr, en coefficient stéréométrique, donne C et D. Vous avez ces deux personnes qui se déplacent, mais ils sont toujours à la même position. Le déplacement, l'effet dynamique, il existe, mais ils sont toujours à la même position. C'est à l'échelle macroscopique. Les quantités de matière restent inchangées, mais à l'échelle microscopique, il y a un déplacement dans les deux sens en même temps et qui s'annule mutuellement. On va aussi voir un autre exemple. On va prendre ici la dissolution d'un électrolyte, comme vous voyez. Au départ, la dissolution de l'électrolyte avec une vitesse, bien sûr, et une vitesse, la vitesse avec la vitesse maximale. Ensuite, la coloration de milieu, elle change, elle s'intensifie puisqu'il y a dissolution de l'électrolyte. Au moment de dissolution de l'électrolyte, l'apparition du produit, il y a un retour inverse vers les réactions, mais les vitesses ne sont pas égaux, donc à notre échelle, on va voir juste le passage dans un seul sens. Et en avançant la réaction, elle avance jusqu'à atteindre un état où les deux vitesses de dissolution ou de précipitation sont égaux et la coloration, comme vous voyez ici devant vous, reste inchangée. Vous voyez ici, dans le bécher D, vous avez les deux vitesses sont identiques et la coloration reste les mêmes. Donc, dans le bécher numéro C et D, vous avez ici, on a atteint un état final. Comme on a dit tout à l'heure, c'est un état
d'équilibre où les deux vitesses, dissolution et précipitation, sont égaux. C'est un état d'équilibre qui est dynamique. Voilà. Ensuite, on va voir, on va retourner à notre question numéro 3. Est-ce que c'est possible que les réactifs et les produits peuvent changer de rôle? Oui, c'est possible, puisqu'on a vu, on a parlé de la réaction inverse. Oui, aussi, lorsqu'on a parlé de l'état d'équilibre où les produits et les réactifs peuvent changer de rôle. La notion de la réaction directe et la notion de la réaction inverse. Alors maintenant, on va passer aux évaluations. Pour l'exercice numéro 1, on va choisir parmi ces conditions 6 qui sont essentielles pour avoir un système à l'état d'équilibre. Proposition 1, un système à l'état d'équilibre présente des propriétés macroscopiques constantes. Proposition 2, un système aussi à l'équilibre possède le même nombre de moles de réactifs et de produits. Proposition 3, un système en équilibre possède la même masse de réactifs et de produits. Quatrièmement, quatrième proposition, un système à l'équilibre contient une réaction totale. Cinquième, un système à l'équilibre contient une réaction réversible. Sixième proposition, un système à l'équilibre présente des propriétés microscopiques constantes. Et enfin, un système à l'équilibre où la transformation s'effectue dans un système fermé. Alors, on va passer maintenant pour choisir parmi ces propositions ceux qui sont vrais. Alors, pour la proposition numéro 1, un système chimique présente des propriétés macroscopiques constantes. Bien sûr que oui. Déjà, parmi la définition, c'est à partir de la définition de l'équilibre chimique, c'est que les quantités de matière restent invariables au cours du temps, bien sûr, en absence de toute intervention extérieure. La proposition 2, un système chimique possède le même nombre de moles de réactifs et de produits. Ça, on peut dire que c'est faux, c'est pas vrai, car la quantité de matière, elle dépend des proportions stoichiométriques et dépend des coefficients stoichiométriques de la réaction chimique. 3, un système chimique possède la même masse de réactifs et de produits. Il n'y a pas intérêt d'avoir les mêmes masses et des produits. Bien sûr, ça dépend de l'état d'équilibre et ça dépend aussi des coefficients stoichiométriques de la réaction. Alors, pour la quatrième proposition, un système à l'équilibre contient une réaction totale. Bien sûr que ce n'est pas vrai, c'est faux, puisqu'on parle d'une réaction qui atteint un état final sans que l'un des réactifs s'épuise totalement du milieu réactionnel. Cinquième proposition, un système chimique contient une réaction réversible. Oui, c'est vrai, puisque à l'état final, déjà, on a deux réactions qui s'effectuent en même temps. Donc, réaction directe et la réaction inverse. Sixièmement, un système chimique présente des propriétés microscopiques constantes. Bien sûr que c'est faux, car à l'échelle microscopique, les deux réactions se produisent en même temps. Bien sûr, la quantité de matière à l'échelle macroscopique, ils sont constantes, mais à l'échelle microscopique, il y a un équilibre qui est dynamique. Septièmement, la transformation s'effectue dans un système fermé. Oui, c'est vrai, puisqu'on s'attend on a défini un système d'équilibre lorsque il n'y a aucune intervention extérieure du milieu. Alors, préciser maintenant, on va choisir maintenant parmi les énoncés suivants ceux qui correspondent à une réaction réversible et ceux qui correspondent à une réaction irréversible. On va citer les propositions, ensuite on va les choisir. 1. Il y a coexistence des réactifs et de produits. Les réactifs se transforment en produits et le produit se transforme également en réactif. On utilise une flèche simple dans l'équation chimique. On utilise une double flèche dans l'équation chimique. Un des réactifs s'est complètement transformé. 6. Les réactifs se transforment en produits, mais les produits ne se transforment pas en réactifs. Maintenant, on va les classer suivant réaction réversible et réaction irréversible. Alors, la proposition numéro 1, il y a coexistence des réactifs et des produits. Bien sûr, ce cas, dans l'état final, les réactifs et les produits existent déjà à partir de l'expérience qu'on a visualisée tout à l'heure. Proposition 2,
les réactifs se transforment en produits et le produit se transforme également en réactif, bien sûr, pour le cas des réactions réversibles. Ensuite, troisième proposition, on utilise une simple flèche dans l'équation chimique, on l'utilise pour une réaction irréversible, c'est une réaction qui est totale. L'utilisation de double flèche, bien sûr, dans le cadre des réactions qui sont réversibles. Cinquième proposition, un des réactifs s'épuise complètement, se transforme, s'épuise complètement, il se transforme vers le produit, bien sûr, dans le cas des réactions totales qui sont irréversibles. Et enfin, les réactifs se transforment en produits, mais le produit ne se transforme pas en réactif, bien sûr, c'est dans le cadre des réactions totales. À la fin de la réaction cesse d'évoluer et la réaction ne peut pas évoluer dans l'autre sens. Maintenant, on va passer à un deuxième exercice. C'est dans une température T1 et dans un ballon de volume V, on introduit un nombre N1, 2 moles de dioxyde de soufre et N2, 1 mol de dioxygène. Il s'établit l'équilibre suivant. Comme vous voyez ici, 2 SO2 gaz, O2 gaz et 2 SO3 gaz. À l'équilibre, le nombre de moles total est égal à 2,5. Ça, c'est une donnée de l'exercice. La question numéro 1, dresser le tableau d'avancement de la réaction qui s'est produite. Deuxièmement, déterminer l'avancement final de la réaction. Ensuite, calculer le taux d'avancement final aussi de la réaction. Quatrièmement, cette réaction est-elle totale ou limitée? Et cinquièmement, déterminer la composition du système à l'équilibre et déduire les pourcentages molaires de leurs constituants à cet état. Alors, pour les question numéro 1, le tableau d'avancement est celui qui est devant vous. Donc, vous avez N1, l'état initial, nous avons N1 de SO2, N2 de O2 et 0, bien sûr, 0 de SO3. Et ensuite, l'état intermédiaire, vous voyez que N1 moins 2x, N2 moins x et 2x. Et à l'état final, x devient bien sûr xf, c'est N1 moins 2xf, N2 moins xf et 2xf. La question numéro 2, c'est la détermination de nombre de moles total. À partir du nombre de moles total, on veut déterminer la valeur de xf. Le donné de l'exercice, c'est que le nombre total égale, bien sûr, on va vers la somme du nombre de moles total final des produits et des réactifs. Donc N1 moins 2xf, N2 moins xf et 2xf, ce qui donne à xf est égal à N1 plus N2 moins N total, ce qui donne enfin xf est égal à 0,5 mol. Troisièmement, on a N1 sur N2 est égal à N2 sur N1, alors la réaction est en proportion stoichiométrique. Par la suite, les deux réactifs s'épuisent totalement, bien sûr, si la réaction est totale, d'où N1 moins X max est égal à 0, alors X max est égal à 1 mol. Tau F, c'est égal à XF sur X max, c'est par définition, donc Tau F est égal à 0,5 sur 1, donc Tau F est égal à 0,5. Ensuite, Tau F est inférieur à 1, d'où la réaction elle est limitée. Maintenant, on va déterminer la composition du système à l'équilibre. Bien sûr, on doit revenir au tableau pour déterminer la composition de chacun des constituants. NSO2 final est égal à 2 moins 2xf, est égal à 1 mol. NO2 final est égal à 1 moins xf égal à 0,5 mol. Et NSO3 final est égal à 2xf égal à 1 mol. Maintenant, les pourcentages. Le pourcentage de SO2, c'est 40%. Le pourcentage de O2, c'est égal à 20%. Et le pourcentage de SO3 est égal à 40%. C'est-à-dire, à l'état final, nous avons des pourcentages, les pourcentages de chaque constituant dans les milieux. Les trois existent, les réactifs et les produits. La réaction a atteint l'état final. On peut maintenant visualiser ou on peut aussi illustrer ce calcul des pourcentages. À la fin, nous avons, comme vous voyez, les trois constituants, 40%, 40% et 20%. Voilà, nous avons terminé cette partie. J'espère bien que vous avez profité de tout cet exposé. Bien sûr, ça reste à étudier, à faire des exercices d'évaluation. Et je vous dis bonne chance et au revoir.